NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je dirige ce podcast avec Benjamin Boutenspark, artiste et consultant. Et aujourd'hui, nous recevons Bilal El Alami, le cofondateur du métaverse Dogami, dont tout le monde parle depuis un certain temps maintenant. Et Dogami, c'est un jeu dans lequel on peut adopter et élever des chiens virtuels, des toutous en NFT. Bilal est vraiment passionné depuis longtemps par la finance et la tech. Donc il a cofondé pas mal de boîtes dans le Web3, et ça on va en parler, on va y revenir. Enfin bref, Bilal, c'est un serial entrepreneur qui nous intéresse beaucoup et qui est précurseur dans tous ces domaines métaverse et Web3. Bilal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre micro. On est très flattés. Voilà. Merci. Bonjour à tous les deux et aux auditeurs. Bonjour à toi. Bilal, on a tous envie de savoir, Dogami, tu nous racontes ? L'histoire, j'aime bien raconter l'histoire parce qu'elle est un peu improbable. Ça a démarré d'une marche au Jardin du Luxembourg avec Adrien Magdelaine, où on était un peu ahuris de la révolution qu'amenaient les NFT, et on se disait comment est-ce qu'on pouvait y participer de manière ludique, et ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de créer un projet pour tous. Quelque chose de mass market, quelque chose qui pouvait toucher les enfants, les personnes âgées. On ne voulait pas définir un personnel type, on voulait toucher le plus de monde possible. Donc ça, c'était un peu notre hypothèse de base, et puis à la réflexion de certains jeux pop culture, on est tombé sur Tamagotchi, ce jeu où on doit éduquer un animal virtuel. On trouvait que c'était super puissant de NFTiser les animaux, parce que le NFT est un outil pour créer de l'unicité digitale, et ça pouvait garantir à chaque joueur d'avoir son chien en propre et en unique. Et on voulait créer quelque chose de pédagogique afin de l'utiliser comme un médium, un catalyste d'adoption, et l'esprit réaliste canin était super intéressant parce que la communauté des dog lovers est très engagée, aime beaucoup ses chiens. On change pas de chien comme on change de chemise, et ça nous permettait de co-construire le jeu avec des experts canins et d'en faire en fait limite une EdTech. C'est un jeu pédagogique pour apprendre à éduquer des chiens, et en fonction du chien qu'on a, ça se joue pas de la même manière. Donc voilà comment l'idée est venue. On a trouvé ça super pertinent parce qu'on a vu que Tamagotchi avait été refait sous forme de Nintendogs. Nintendogs, c'était sur la DS. Il y avait une 30aine de millions de DS qui ont été vendus, et la DS était un canal de distribution du jeu. Et il y a eu en fait 5 fois plus de ventes de Nintendogs que de Tamagotchi grâce à ce médium. Du coup, on s'est dit, quasiment d'un point de vue très opportuniste, on s'est dit, mais si on faisait le jeu sur téléphone, il y a 6,5 milliards de téléphones dans le monde, on voyait pas un meilleur canal de distribution de notre jeu, et puis on a rajouté de la réalité augmentée parce qu'on trouvait ça fun de pouvoir contextualiser l'élevage de son chiot dans son environnement personnel. Ah oui, ça on va y revenir, la réalité augmentée, oui, on filme avec son téléphone dans la rue et on voit son chien virtuel dans la rue en fait. Exactement, dans la rue, dans son salon, dans son jardin, en jouant en différentes quêtes qui vont être proposées dans le jeu, et c'est cet aspect-là qu'on appelle le pétaverse, parce qu'en fait en physique, le pétaverse c'est la théorie des mondes superposés, et on trouvait ça intéressant d'utiliser la réalité augmentée comme en fait un monde quasi dystopique superposé au nôtre. Ah, c'est ça le double jeu de mots, parce que moi je connaissais pet en anglais, ça veut dire chien, donc exactement. Pétaverse comme métaverse, mais aussi c'est un péta, nom physique. Péta qui est un nom physique. Alors revenons pour ceux qui ont connu Tamagotchi, dont je fais partie. C'était un petit jouet qu'on avait dans la poche, et il fallait cliquer plusieurs fois par jour pour nourrir le chien virtuel qui était dans ce petit jouet électronique en fin de compte. Et puis Nintendo l'a développé en un jeu, et vous êtes effectivement les premiers à proposer ça sur la blockchain en NFT. Donc acheter un chien en NFT et puis le faire vivre en fin de compte, et puis probablement après l'amener dans un métaverse, mais là on va y venir. Ouais. Mais donc, comme tu disais, la cible est assez large, puisqu'en fait, le principe, c'est qu'il faut avoir un téléphone, et qu'il faut aimer les chiens, avoir envie d'en avoir un, virtuel exactement. En tout cas. Donc, aimer les chiens, alors je pense qu'une certaine curiosité au niveau de l'univers canin est nécessaire, mais voilà. Ouais. Et le jeu sera en ligne quand ? Alors, le jeu va être mis en ligne
en plusieurs fois. Il va d'abord être accessible à environ les 500 premiers holders de Dogami. Oui, parce qu'il y a eu un drop il y a quelques semaines ou mois. Il y a eu un second drop la semaine dernière. Alors voilà, le second drop c'est la semaine dernière. Mais il y a eu un premier drop. Donc quand on dit un drop, c'est la possibilité d'acheter des chiens en NFT. Donc combien de chiens auprès de nous? Auprès de vous, voilà. Voilà, donc nous, société émettrice et éditrice du jeu vidéo Dogami, on a mis en vente lors du premier drop une dizaine de races. Il y avait 8000 chiens qui ont été mis en circulation. Donc il y avait un maximum de 8000 utilisateurs qui pouvaient accéder au jeu plus tard. On a fait un nouveau drop de 5 nouvelles races, donc 4000 nouveaux chiens. Qu'aujourd'hui, il y a 12 000 chiens qui sont en circulation et qui peuvent donner accès au jeu. Sur ces 12 000, on va donner d'abord accès à environ 500 personnes courant juillet. Et puis après, le reste des holders, comme on dit, fin août, qui auront accès du coup à la première full version du jeu. Et donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories de chiens. Et donc du coup, plusieurs catégories de prix, j'imagine. Ça varie entre quoi et quoi ? Alors, il y a plusieurs catégories de chiens qui sont segmentées par leur race. Et il y a une deuxième segmentation par un niveau de rareté. Alors quand on regarde un petit peu les datas, on voit que par exemple le Shiba Inu et le Husky sont les plus chers par race. Après évidemment les diamants, certains diamants se sont vendus à 10 000 Tezos, qui fait à peu près 30 000 euros. Et ça c'est Les diamants, c'est ce que vous définissez comme les plus rares. Les plus rares. Exactement, ouais. Il y a 2% des chiens qui sont des diamants et le niveau de rareté permet de faire plus ou moins de chiots. Et il y en a beaucoup, du coup, enfin, non, parce qu'ils sont rares, mais que 2%. Ok. Et donc là, c'est pas du tout des amateurs de chiens qui achètent, c'est des gens qui achètent pour spéculer. Alors, pas forcément. Alors, il y a, je pense, des gens qui essayent de spéculer. Après, je suis pas sûr que notre jeu soit propice à la spéculation, dans le sens où on a une attention particulière à le rendre le plus accessible possible. Les chiens ne sont pas si chers que ça par rapport à des drops qu'on peut voir sur d'autres collections. Nous, on les vend entre 150 et 200 euros, là où certains drops sont à 900 euros. Donc, on essaie de rendre la chose très accessible. Même les fonctionnalités, par exemple, changer son nom de chien, ça coûte 7 euros pour changer le nom de son chien. Donc, c'est assez accessible comme typologie de jeu. Disons qu'alors aussi faut rappeler quand même que dans l'histoire des jeux sur la blockchain, il y a le fameux CryptoKitties qui a été lancé en 2017, où il était question donc d'acheter des chats en NFT, de les faire se reproduire électroniquement évidemment pour donner naissance à des chatons. Ça a donné ensuite les collections de CryptoPunk, 10 000 collectibles générés par des algorithmes, etc. Et donc vous vous inscrivez dans cette lignée qui est vraiment très codifiée dans le Web3, qui est très importante à comprendre d'ailleurs, qui est ces niveaux donc des personnages édités par milliers ou par 10 000, etc., mais avec des niveaux de rareté. Et ça, c'est important de comprendre que les gens suivent ces niveaux de rareté pour avoir soit les plus rares ou les plus demandés. Ces niveaux de rareté aussi donnent des avantages dans le jeu. Oui, qui fait que, et c'est peut-être là où on peut discuter du modèle play and earn ou play to earn, qui fait que la proposition de valeur d'implémenter de la blockchain dans des jeux, soit pour NFTiser les accessoires de jeu ou les avatars, soit pour financiariser l'économie avec un token, apporte qu'on peut gagner de l'argent en jouant, ou à minima amortir ou monétiser le temps qu'on passe dans le jeu. Et donc comme les diamants peuvent par exemple permettre d'accoupler plus de fois son chien et donc de générer plus de NFT qu'on va revendre, du coup il permet de gagner plus d'argent dans le jeu qu'un autre niveau de rareté. Et donc c'est aussi pour ça que ça codifie les prix en fonction des raretés. Et honnêtement, c'est impossible de dire combien on peut espérer gagner par jour en jouant au jeu, parce que ça dépend tellement du nombre de joueurs et de quand est-ce qu'ils jouent. Mais peut-être que 30 000 euros, si on est un joueur assez actif, ça se rembourse en un an ou un an et demi. Donc au final, ce ne serait pas à spéculer que d'acheter un NFT Diamond à 30 000 euros. Mais d'autant plus, plutôt un investissement. Ouais, mais d'autant plus, j'imagine que tout le monde va avoir envie de s'accoupler avec un diamant plutôt qu'avec un qui a moins de valeur. Et donc du coup, il va y avoir des enchères pour la il y a une dating fee à payer et du coup, ça va être très marrant. Donc il faut avoir un mâle et une femelle.
Tout à fait. Donc ça, on les choisit au départ. Ensuite, ils s'accouplent et l'algorithme donne naissance à un chiot dont on ne connaît pas à l'avance ni le sexe, ni le mélange génétique. Exactement. Donc évidemment, tout est régi de manière probabilistique. Et il y a une codification qui va être rendue publique si on accouple un diamant avec un diamant, on est sûr d'avoir un diamant. Si on accouple un diamant avec un gold, il y a une probabilité inférieure que d'avoir un diamant, etc. Donc il y a un tableau d'association qui est en train d'être fini d'être construit. Et est-ce qu'il y a un marché d'accessoires? Parce que j'imagine que mon chien, je peux l'accessoiriser. Ouais, tout à fait. Alors vous tombez bien, parce que ce matin, il y a eu une petite annonce qui d'ailleurs ne devait pas forcément sortir aujourd'hui, mais Gap a annoncé qu'on faisait un partenariat avec eux. Donc la marque internationale de habillable ou de wearables, comme on dit en anglais. On fait un partenariat avec eux et donc on va dropper des accessoires. Alors ça, je peux pas le révéler parce que pour le coup, ça n'a pas été révélé dans la pierre, mais on va dropper différentes typologies d'accessoires qu'on pourra mettre sur son chien. Et le secret, c'est que pour chaque accessoire virtuel qu'on va éditer, on va faire un drop de merchandising. Donc, imaginons qu'on fasse des hoodies. Je ne garantis pas qu'on fasse des hoodies, mais si on faisait des hoodies, on ferait aussi des hoodies en physique qu'on pourrait acheter sur le e-shop de Dogami. Alors, important que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. On parle bien de Gap, la fameuse marque de vêtements mondialement connue, qui fait des vêtements virtuels pour des chiens virtuels dans un jeu virtuel. Mais avec une version éventuellement physique qu'on pourra acheter sur l'e-shop de Gap ou sur l'e-shop de Dogami. Exactement. Et par rapport à ça, tu as parlé de data. Vous analysez un peu la data aujourd'hui. Vous savez quel type de clients ont acheté? Activement. Ouais. Ce que je peux dire, c'est qu'on a à peu près 40% de nos utilisateurs dont c'était la première fois qu'ils téléchargeaient un wallet. Donc ça montre qu'on a réussi à toucher, à créer de l'adoption. Ah oui, parce que ça, c'est le frein, le wallet. Ah ouais, ça c'est énorme. 40% ont créé un wallet pour rentrer dans le jeu. Pour Dogami. C'était la première fois qu'ils achetaient un NFT avec Dogami. Donc ça, première stat super intéressante. Au niveau des intervalles de personnes qu'on arrive à toucher, on arrive à toucher des gens de 12 ans jusqu'à 62 ans. C'est ce que tu voulais. Exactement. On a un cœur cible qui est entre 18 et 26 ans, qui représente 40-50% de la population qu'on arrive à toucher. Des Z. Et la génération Z. Génération Z, exactement. Et on a réussi à créer une communauté de plus de 200 000 personnes sur nos réseaux sociaux. Et ce qu'on fait, nous, quand on drop, on drop tous nos NFT en whitelist. Et on laisse que par exemple, pour les 4000 NFT qu'on a droppé la semaine dernière, il y avait 4200 whitelist et sur les 4200 whitelist, il y en avait 3900 qui ont acheté leur chien. Donc ça fait un taux de conversion de quasiment 94%, un taux d'engagement qui est non négligeable. Alors attends, juste reprécise, c'est important ça, la fameuse whitelist, ça aussi c'est très codifié dans le Web3. Comment j'arrive, si je suis un consommateur lambda, j'arrive comment sur ta whitelist? Comment on rentre dans une whitelist? Whitelist, ça veut dire liste blanche, c'est-à-dire on a donc le droit d'acheter le NFT le jour où il sort. Exactement. Alors comment on rentre sur cette whitelist? Où on a une priorité d'achat du NFT. Alors, et je pense que c'est ça qui est intéressant avec toutes les marques, parce que pourquoi les marques vont toucher des projets NFT? Elles vont pas toucher des projets NFT juste parce qu'il y a une hype autour des projets NFT. Elles vont les toucher parce que ces projets NFT ont réussi à faire une communauté qu'ils ont réussi à fédérer et que ces projets NFT vont monétiser cette communauté comme des grandes marques allaient voir des influenceurs parce qu'ils monétisaient, ils faisaient du placement de produits, ils monétisaient leur communauté. Donc c'est la même chose et ce qu'on fait avec Gap, c'est monétiser notre communauté à leurs égards avec un nouveau modèle économique, des NFT, des royalties qu'on peut prélever sur le marché secondaire, etc. etc. Donc évidemment il y a un partage des revenus et une dimension économique qui est réfléchie à chaque fois qu'on fait ce genre de partenariat. Alors pour la whitelist, moi de mémoire, pour le premier drop qui a eu lieu il y a 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois. Ouais, en février. Voilà, le 22 février, il fallait aller sur votre Discord, qu'on retrouve comme d'habitude le fameux Discord, réseau social très utilisé par tout le Web3, les lancements de les drops, etc. de NFT. Et il fallait s'inscrire et puis ensuite on était désigné par Dogami, je pense, en disant oui, vous rentrez dans la whitelist, vous non, parce qu'il fallait répondre à des questions, enfin je me souviens plus. Ouais, c'était codifié. Alors en effet, comme je disais, ce qui est important, c'est de
de réussir à monétiser sa communauté. Pour la monétiser, il faut la créer et bien l'engager. Ouais. Et pour bien l'engager, on a fait différents jeux qui visaient à engager la communauté afin d'accéder à cette whitelist et augmenter les chances que la personne aille minter, aille acheter son NFT le jour de la vente. Ouais, il y a des jeux autour de... Il fallait faire des photos avec son smartphone dans des jardins, exactement, avec des chiens, donc, etc. Il y avait plusieurs jeux. Il y avait évidemment, en fonction de votre activité sur le Discord et de comment vous partagez avec les autres, vous gagnez des points d'expérience qui vous donnent accès à potentiellement la whitelist. Il y avait différents jeux pour nous aider à faire de l'acquisition qui vous rémunéraient en vous donnant le droit à une whitelist. Il y avait des jeux desktop qu'on a fait avec un chien, notre mascotte Luffy, et on devait récolter des os, un peu comme le jeu Temple, où on doit éviter des obstacles et ramasser le plus de rewards possible. Et donc en fonction des scores qu'avait eu la communauté dans ces jeux-là, on leur a attribué des whitelists ou non. Et votre communauté, vous l'avez développée en combien de temps ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de projets, mais que sans communauté, il n'y a pas de projet. Exactement. Et donc ça, c'est quasiment le plus difficile. Parce qu'en fait, des projets, il y en a plein. Il y a des tas de gens qui ont des tas d'idées formidables, mais qui n'ont pas toujours la capacité à fédérer autour de ça. C'est très difficile. J'aimerais dire qu'il y a une recette secrète. Mais je pense que si on réutilisait exactement la même stratégie de Dogami dans un autre projet, ça marcherait pas forcément aussi bien. Donc il y a énormément de composants, évidemment le time to market, la direction artistique, à quel point elle est sexy, le management de la communauté, les différents jeux d'acquisition. Mais en effet, c'est clé. Il n'y a pas de recette magique. Mais il y a un travail non négligeable à avoir autour de cette communauté. Oui. Et tu parles de gap, mais quand vous faites des associations avec des marques, est-ce que c'est vous qui choisissez la marque ? Est-ce que c'est la marque qui vient à vous ? Ça passe comment, la relation avec la marque ? Et quelle est l'intention des marques avec qui vous travaillez ? Est-ce que c'est pour elles se rendent compte qu'entrer dans le Web3 et toucher les crypto-natifs, c'est difficile, elles n'ont pas les codes et donc elles demandent à s'associer avec vous ? Ou c'est d'autres objectifs ? Alors, pareil, il n'y a pas de scénario exact. Des fois, c'est nous qui targetons les marques, des fois, c'est elles qui nous contactent. En l'occurrence, Gap, c'était un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où ils avaient déjà fait un drop sur Tezos, donc ils avaient déjà fait des NFT, ils étaient éduqués comment faire des NFT. Oh, c'était en janvier dernier, ça. Exactement. Et du coup, c'était un peu un quick win. C'est-à-dire que c'était une grande marque avec qui on pouvait faire des partenariats où on n'aurait pas galéré à les éduquer et où c'était actionnable plus ou moins rapidement et encore avec toute leur connaissance de l'industrie, il nous a fallu 6 mois pour plus ou moins closer le deal. Ouais. Donc là en l'occurrence c'était le meilleur des deux mondes, ils étaient à disposition, ils avaient un intérêt, nous on pouvait les accéder à eux assez facilement à travers Tezos, donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Après il faut réfléchir à des partenariats qui sont cohérents avec notre roadmap. Donc typiquement il y a des mini-jeux qui vont sortir, donc on essaie de faire des partenariats avec des mini-jeux. Et votre produit aussi, et l'univers du chien. Et l'univers du chien, exactement. Donc tu mentionnais des marques de croquettes pour chiens, évidemment qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, et ce qu'elles viennent chercher, c'est justement pouvoir toucher une nouvelle communauté, une nouvelle génération de personnes où c'est de la brand awareness. Ça commence par de la brand awareness et puis après c'est de la nouvelle acquisition et après c'est de la monétisation et voilà, des nouvelles lignes de revenus, essayer d'avoir un pied dans cet écosystème parce que c'est qu'une plateforme parmi d'autres et ils se doivent d'être un petit peu présents sur toutes les plateformes qui permettent de toucher leurs potentiels clients. Oui, d'ailleurs, nous, c'est une question souvent qui nous est posée quand on accompagne des marques dans leur réflexion NFT, blockchain, métaverse, c'est est-ce que les métaverses dans ce cas-ci, c'est l'avenir de l'e-commerce ? Et nous, on explique qu'en fait, c'est un canal comme un autre et que donc il faut une stratégie d'acquisition et de rétention et de conversion dans cette... Moi, j'en suis convaincu. Je dis souvent qu'on va plus appeler ça du e-commerce, on va appeler ça du v-commerce, ça va être du virtual commerce parce que ça va être plus aligné avec l'aspect virtuel de l'environnement virtuel partagé de ce qu'on appelle des métaverses. Ça va changer les médias aussi parce qu'il y aura une présence là-bas, donc il y aura de nouvelles méthodes de consommation. Donc je pense que c'est les deux industries qui vont être très impactées et puis le médium qui permet de faire cette transition, c'est toute cette gamification qui existait déjà et qui je pense va aller plus loin que le jeu parce que Dogami on veut pas que ce soit juste un jeu, on veut que ce soit tout un univers et on va y venir et
C'est la première brique. Hein, c'est la première brique parce que j'ai lu qu'il y avait des projets de vente de terrain. Et ça, à mon avis, ça fait référence, ça fait le lien avec ta première carrière, tu vas nous expliquer. Et des projets DeFi aussi. Oui, parce qu'on a parlé de Tezos, il faut peut-être expliquer ce qu'est Tezos. Tezos, c'est une blockchain qui est tout comme Ethereum, tout comme d'autres Avalanche, etc., d'autres blockchains ou Solana dont on parle aussi. Et pourquoi Tezos ? Et pourquoi Tezos ? Alors, c'est une blockchain qui vous a réuni avec Gap, justement, mais il y a beaucoup de projets très intéressants sur Tezos qui s'est fait connaître parce que c'est la blockchain la plus environnemental friendly, parce qu'elle dégage très peu de CO2, parce que peu d'électricité est nécessaire, etc. Mais et il n'y a pas de métavers sans blockchain. Évidemment, c'est le socle essentiel et absolu pour tous les projets métaverse. Est-ce que ce choix de Tezos a été mûri, réfléchi, ou est-ce qu'il s'est imposé naturellement à toi ? Il s'est honnêtement imposé naturellement à nous. La plupart, les deux autres boîtes auxquelles j'avais participé avant étaient sur Tezos. Et on avait été plutôt successful dans leur mise en production. Donc, à la fois, on maîtrisait la technologie, on maîtrisait la communauté. Ce qui était important d'Endogamy, c'est d'avoir un rapide go-to-market, c'est-à-dire de pouvoir créer les premières versions du produit rapidement en minimisant les facteurs d'erreur. Donc, c'était clairement sur Tezos qu'on avait cette expertise-là. Et puis après, ça s'y prêtait bien de par l'aspect écologique, qui est un vrai argument de vente. L'aspect écologique impacte, en fait, ou est inhérent aux frais d'utilisation de la blockchain qui sont 100 000 fois inférieurs à Ethereum. Oui, c'est de l'ordre de 1 centime, je crois. Exactement. Pour envoyer. Si on veut créer une application mass market et scalable, il fallait qu'il y ait un minimum de friction et de coût d'utilisation de la blockchain. Et voilà, ces deux raisons sont suffisantes pour justifier notre choix. Oui, après, il y a beaucoup moins d'utilisateurs aujourd'hui sur Tezos que sur Ethereum, qui quand même génère aujourd'hui 80% des échanges de NFT. Mais ça change, c'est vrai que ça bouge vite. Mais justement, ce sont les projets qui vont ramener. Avant, c'était la blockchain toute puissante qui driver le trafic et qui ramenait les gens. Et maintenant, par exemple avec Tezos, c'est parce qu'ils sont porteurs de projets très intéressants qui eux-mêmes ont des communautés que ça met en lumière la blockchain en fait. On dit souvent que les gens, ça on reprend ce parallélisme avec l'iPhone et on dit on s'en fout de ce qu'il y a dans l'iPhone ou de comment ça marche, on est juste content que ça fonctionne. Donc en fait c'est exactement la même chose. C'est pas la blockchain qui fait le projet, c'est le projet qui fait la blockchain. Exactement. On l'a démontré avec Dogamy parce qu'on a ciblé une communauté qui est très sticky, les dog lovers, parce qu'on a bien exécuté et parce que le jeu a une promesse assez sexy. Donc on a réussi à faire de l'acquisition et c'est ça le cœur du sujet, c'est d'abord le projet qui doit faire l'acquisition. Sinon après on attire que des spéculateurs et des gens un peu trop crypto mais qui sont pas là pour créer de la valeur dans le jeu. Sur la longueur en plus. Dans le temps, exactement. Et donc voilà, et puis comme je vous le disais, nous on s'adressait aux 9 personnes sur 10 qui savent pas ce que c'est que la blockchain. Ouais. Donc on savait que ça allait être la première fois qu'ils allaient télécharger un wallet et quand c'est la première fois, tu fais ce qu'on te dit parce que tu fais comme les autres et tu suis le mouvement. Et en revanche, vous avez votre choix et que tu parlais de cohérence tout à l'heure, est cohérent par rapport à la cible que vous touchez, puisqu'on sait que les Z, ils sont très très engagés au niveau environnemental et donc le choix de votre blockchain est cohérent par rapport à la cible qui utilise votre jeu. Donc, tout à fait. Et tu demandais comment les partenariats se font. Ils se font de manière aussi très, très opportunistique. Notre exemple, là, on va faire un gros partenariat avec un journal officiel qui a une présence non négligeable dans l'univers canin et du coup, c'était pas difficile de les convaincre. Oui, donc, c'était logique. Voilà, c'était logique. Oui. Et justement, pour revenir à la stratégie e-commerce, moi je pense que l'avenir, c'est pas l'un ou l'autre. On doit pouvoir passer de l'un à l'autre, du virtual commerce à l'e-commerce, voire même au commerce physique, parce que ça peut être du drive to shop. On peut renvoyer du métaverse au drive to shop. Et en fait, c'est la meilleure stratégie à avoir, c'est de ne pas être excluant ou de ne pas fermer une porte, mais de toutes les ouvrir. D'être pluricanal, clairement, et de maximiser les synergies entre tous les canaux. Tout à fait. Ça m'intéresserait sur l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding, c'est les gens qui ne connaissent pas le Web3 et qui montent à bord. Donc tu dis avoir fait monter à bord des milliers de personnes qui n'avaient jamais de wallet, qui n'ont jamais eu même de crypto certainement. Comment ça se passe ? Il y avait un tutoriel qu'on recevait par mail, enfin on s'inscrivait à la whitelist et puis Dogamy envoyait
envoyé un tutoriel en disant voilà comment on télécharge un wallet gratuit, j'imagine le wallet Temple qui est le plus connu sur Tezos, et voilà comment vous rechargez votre wallet en crypto. La crypto s'appelle le Tez, donc il suffisait de mettre une carte de crédit parce que sur Temple c'est automatique. Donc c'est un tuto, des vidéos. Exactement, ouais, c'est un tuto. Il n'y a pas eu de vidéo à ma connaissance, mais il y a eu des petits tutos très clairs, bien ségrégés sur chacune des étapes. Donc ça c'était le premier point. Sur le premier drop, c'était un peu rudimentaire parce que il n'y avait pas toutes les fonctionnalités pour aider l'expérience utilisateur qu'on a implémenté dans le second drop, qui sont par exemple ce qu'on appelle le on-ramp, c'est-à-dire un espèce de plugin qui permet d'acheter des Tezos ou des XTZ depuis sa carte bleue sur notre site internet pour éviter de le faire depuis le wallet ou depuis un exchange. Ah, donc on pouvait le faire sur votre site. Okay. Ouais, on pouvait le faire sur notre site. Enfin, au second drop, on pouvait le faire sur notre site. On pouvait acheter des Doga sur notre site. On pouvait automatiquement set up un wallet si on n'avait pas de wallet sur notre site. Donc, clairement, un boomer, entre guillemets, aurait pu faire le parcours utilisateur lors du second drop. Lors du premier drop, c'était beaucoup plus pédagogique. Il y avait des tutos de partout, beaucoup d'efforts sur le Discord, des messages épinglés, des réponses à la communauté, etc. Donc c'était très prenant parce que faut gérer des humains. Et 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, différents fuseaux horaires, différents langages. Un wallet, tu dis un wallet Dogami où vous avez développé aussi un wallet, ou c'est toujours le wallet Temple qui était proposé? Non, c'est avec Ukai, qui est un autre wallet sur Tezos. Il y a une fonctionnalité qui permet d'autogénérer un wallet un peu à la volée et qu'on a rajouté sur notre service. D'accord, mais qui est lié à un Gmail, je crois. Exactement. Oui, c'est ça. Ok, j'ai testé ça. Donc effectivement, il y a des solutions maintenant, il y a plein de solutions. Exactement. Très très facile d'accès, ouais. Et donc, c'est quoi la suite de la roadmap ? Alors toujours aussi intense, donc là le partenariat avec Gap qu'on va annoncer plus en détail et dont on va préparer le mint qui va se passer courant juillet. Il y a différentes fonctionnalités pour connecter toute la partie blockchain au jeu, on est en plein dedans là. Typiquement pour pouvoir se connecter avec son wallet dans le jeu, émuler les NFT qu'on a. Après il y a plein de petits edge cases auxquels il faut réfléchir. Il ne faut pas que la personne puisse revendre ses NFT pendant qu'elle est en train de jouer. Il y a 1 million de petits cas particuliers comme ça auxquels on est en train de réfléchir pour connecter efficacement toute la partie blockchain et web-based, parce que jusqu'à aujourd'hui on achetait les NFT sur son ordinateur alors que le jeu lui va être une application mobile où on va devoir jouer avec. Donc il y a ça qui est très prenant, donc le prochain drop d'accessoires, la jonction avec le jeu pour pouvoir sortir le jeu. Qui va sortir quand, a priori ? Alors comme je vous le disais, il y a une première bêta test qui va être mise en ligne courant juillet et une deuxième bêta test qui va être mise en ligne courant août, qui donnera accès au jeu et la sortie de la première phase du jeu, qui est la phase single player où on joue qu'avec son chien, sortira début octobre. Et là, il y aura une version complète de cette première phase qui fait opposition à la seconde phase qui n'est pas single player, qui est multiplayer, où en fait on va se spécialiser son chien suivant différentes carrières comme on les appelle, et on va pouvoir faire un chien skater, un chien truffier, un chien policier. Et s'accoupler. Très important. Pas oublier. Exactement. Ça, c'est très important pour nous parce que ça va permettre d'augmenter la population de chiens et donc notre population de joueurs. Et la valeur. Et l'accessibilité, etc. Et donc, c'est une fonctionnalité qu'on espère sortir en fin d'année. Oui. Et j'ai lu qu'on pourra à un moment donné acheter des terrains, non ? Alors, ça viendra un peu plus tard. On ne sait pas exactement quel modèle encore, on n'a pas arrêté le modèle exact autour des terrains. Est-ce qu'on fait un modèle B2B où chaque terrain est en fait un mini-jeu dans une carrière et il est fait en partenariat avec, je sais pas, disons un jeu de mini-foot avec un club de foot. Et du coup, on vendrait le terrain au club de foot et on ferait un partenariat de revenus sur toutes les activités qui sont générées sur ce terrain-là. Ou si on fait quelque chose de plus B2C, retail, où on permet à tout le monde d'acheter des terrains. Peut-être que ce sera B2B dans un premier temps, puis hybride dans un second temps. Ou les deux. Ce sera peut-être fait de manière hybride
en 2 temps, mais c'est des complexités qui ne sont pas encore arrêtées parce que c'est lié à beaucoup de choses. Et en fait, tout le développement s'est fait en interne chez vous ? Alors oui, on avait commencé à essayer de travailler avec une société, un studio de jeux vidéo qui est très connu en Ukraine. Malheureusement, le contexte a fait que on n'a pas pu travailler avec eux aussi longtemps qu'on aurait aimé. Néanmoins, ils ont été très sérieux dans le cadrage. Et ça nous a permis, ce qui a pris plus de temps que prévu, mais qui nous a permis en fait d'avoir des spécifications de développement du jeu assez fines. Et en fait, comme ça a pris plus de temps, on a eu le temps de recruter et d'internaliser ce savoir-là. Et du coup, maintenant, à part... Non, en fait, toutes les équipes, que ce soit créatives ou techniques, sont internes. Ah oui. Alors sur les métaverses, revenons à ça parce que c'est quand même très intriguant. Depuis que Facebook est devenu Meta, il y a quelques mois, il y a 8 mois, tout le monde s'interroge sur les métaverses. Nous, on est consulté régulièrement là-dessus. On explique que le métaverse dont on parle, un métaverse Web 3, c'est évidemment d'abord sur la blockchain où tout est en NFT, on doit être dans l'immersif, il faut avoir un casque Oculus. Enfin, en théorie, c'est comme ça qu'on c'est rêve, un monde en construction aujourd'hui. qu'on rêve le métaverse en construction, mais vous êtes Dogami, c'est typiquement la première pierre à l'édifice. Dogami, on a donc progressivement un véritable monde en soi, en fait, où ce sont les chiens, mais progressivement, peut-être ce monde pourra avoir des passerelles avec des métaverses humains, où on sera tous en avatar. Et finalement, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, on parle toujours des avatars humains dans le métaverse, mais les humains ont besoin d'un animal de compagnie, et cet animal de compagnie, Dogami l'a créé. Donc peut-être que pour les 20 prochaines années, tous les chiens de tous les métaverses seront des Dogami entre eux. Je l'espère. En tout cas, c'est l'ambition. C'est l'ambition. Moi, quand je le dis un peu à l'américaine, on veut faire plus de chiens virtuels qu'il y a de chiens dans la vie réelle. Ah oui, d'accord. Il y aura peut-être moins de chiens malheureux et maltraités. On espère aussi. En tout cas, c'est ça qui est important aussi dans l'aspect pédagogique qu'on essaye d'implémenter dans le jeu, c'est avoir une meilleure hygiène d'élevage avec son animal de compagnie. Et donc, en effet, là, ça commence par les chiens. Avoir un caractère très éducatif sur le bulldog français, quelles sont ses spécificités par rapport à d'autres chiens, qui fait qu'il requiert peut-être une attention supérieure. Et donc, tout ça est co-construit dans le jeu pour le rendre très éducatif. Ah, vous suivez les caractéristiques des races réelles dans la vie réelle, on retrouve ces caractéristiques. Oui, tout à fait. Ah, génial. Et puis moi, j'aime bien l'idée de la récompense, c'est un peu le système Pavlov, justement avec le chien. Donc de la récompense, quand il fait bien, tu le récompenses, quand il fait pas bien, et donc là effectivement bien prendre soin de son chien et montrer comment on prend bien son chien, et finalement tu gagnes de l'argent et tu gagnes en points. C'est la meilleure façon d'éduquer les gens finalement. Mais question, dans ton jeu, donc il y a le chien, mais moi je peux pas rentrer avec mon avatar. Non, alors sur Dogami, on ne peut pas rentrer avec un avatar humain. Pour l'instant, c'est que grâce à son avatar canin. Par contre, typiquement, on a fait un premier partenariat avec The Sandbox qui permettra à nos chiens d'être utilisés dans leur environnement. Alors, il y a des spécificités un peu techniques ici parce qu'on crée ce qu'on appelle des digital twins, donc des répliques virtuelles, mais qui sont voxelisées de chacun des chiens. Donc, c'est pas exactement son chien, mais on aura accès à une version voxelisée de son chien qu'on pourra utiliser dans The Sandbox. Donc voilà, on bidouille un petit peu pour permettre ce genre d'interopérabilité, de partenariat et puis d'étendre son avatar au-delà de notre propre jeu qui est la promesse. Oui, parce que rappelons que Sandbox n'est pas sur la même blockchain, rappelons que graphiquement Sandbox c'est à base de voxels, c'est-à-dire des pixels en 3D, ce qui n'est pas le cas chez vous. Et donc là on est au cœur de ce qu'on appelle le métaverse du futur, où on pourra, où on devra même logiquement pouvoir changer d'univers, passer d'un univers à un autre en emmenant avec soi ses actifs digitaux qui seront tous en NFT dans son wallet. Exactement. Et c'est ça les trois promesses. En fait, la première promesse c'est de pouvoir vérifier la rareté de chacun des objets. Donc c'est ça qui est fort quand on dit on crée de la rareté digitale. En fait, c'est l'avantage de pouvoir vérifier combien il y a d'épées uniques dans le jeu. La partie monétisation qui est importante avec le token qui permet de sortir de l'écosystème et de monétiser ça de manière beaucoup plus liquide. Avant, on le pouvait le faire, mais on le faisait sous eBay avec très peu de sécurité sur la transaction. Et le troisième, c'est cette portabilité ou cette historisation qu'on peut avoir ou avoir un avatar qui transporte son historique de jeu et d'interaction. C'est ça. Pour toi, le métavers, quel est l'horizon du métavers? Ce dont tu parles là, c'est 3 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que tu aurais une idée, une prédiction à nous faire? Parce que on est vraiment en questionnement là-dessus.
Il y aura différentes phases. Je pense que d'ici 18 mois, la phase un peu 2D où on explore à travers son ordinateur sera plutôt bien avancée. Il commencera à y avoir un petit peu de monde, il y aura des activités où les gens vont se retrouver. Ça requiert qu'un peu plus de maturité de contenu. Oui, et des compétences, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des vraies compétences de réflexion, comment on drive le trafic, d'où il vient. Comment on l'entretient aussi. Oui, comment on l'entretient et surtout comment on va chercher les gens. Qu'est-ce qu'on leur raconte sur quel canal pour les emmener dans le métaverse. Il y a tout un scénario, il y a tout un scénario à imaginer et à construire et à faire sens dans le temps. Oui, exactement. Moi, je voudrais revenir en arrière au Jardin du Luxembourg. Tu te promènes avec ton ami et tu ne sors pas ton projet d'Ogami, tu ne sors pas un chien du chapeau, comme on dit. C'est le cas de le dire. Donc j'imagine que là, tu avais déjà accumulé pas mal de compétences et de connaissances Web3 de par tes autres activités. Et moi, je voudrais parler de ces autres activités parce que j'imagine que c'est toutes ces activités qui nourrissent ton projet, un de tes projets qui est Dogami, parce que tu en as d'autres. Donc peut-être qu'on peut parler du premier terrain que tu as vendu, ton premier terrain digital que tu as vendu. Ouais, alors là, c'était un vrai terrain, mais dont le titre de propriété était digitalisé. Donc là, tu mentionnes ma première expérience entrepreneuriale, EquiSafe, qui est un logiciel B2B qu'on vend à des clubs d'investisseurs et des sociétés d'investissement, qui utilise la blockchain pour digitaliser les titres, les actions d'une société, afin d'avoir plus de traçabilité et de rendre les actifs un peu plus liquides. Donc ça, c'était ma première boîte. En fait, reprenons déjà... dans la personne que je suis est passionnée de technologie, est passionnée d'entrepreneuriat et a une ambition avide d'aider les autres à réaliser leurs projets si j'estime que je suis capable de leur apporter un petit peu d'aide. En l'occurrence, quand on a commencé EquiSafe, c'était au tout début, on était 3 ans... Tu avais quel âge ? J'avais 25 ans. Et aujourd'hui ? J'en ai 30. Ok. Donc voilà, c'était très jeune, on était très early. Moi et mes associés, on venait de l'intelligence artificielle et on tournait un petit peu en rond parce qu'on trouvait qu'on était surqualifiés pour les travails en intelligence artificielle, parce qu'il y avait des outils no-code qui commençaient à pouvoir remplacer des mathématiciens comme nous. Et du coup, on s'est mis à chercher une industrie un peu plus Far West, où il y avait beaucoup plus de choses à créer et où on pouvait participer à la création de cette économie, de cet écosystème. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec EquiSafe. Donc on est parti sur un angle un peu trop blockchain et on est revenu sur du software B2B avec une brique blockchain. On a eu un bon product market fit fin 2020, début 2021. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut apporter encore plus de valeur à l'écosystème ? Et fort d'un constat qui était qu'il manquait de structures physiques pour fédérer l'écosystème Web3, où on avait essayé avec Chain Accelerator, mais qui s'est très rapidement fait acheter, puis The Garage, puis il y a eu le Covid, donc c'est un peu mort dans l'œuf. Et donc, pendant les 10 dernières années, il y avait cette frustration que ce constat qu'il n'y avait pas de structure physique pour accueillir les entrepreneurs du Web3 ou pour faciliter leur mise en relation. Comme un incubateur, quoi. Comme un incubateur ou un accélérateur, et on verra comment on se différencie, mais l'idée était, fort de ce constat, de créer un lieu physique. Ensuite, il y avait la frustration, c'était que on trouvait que, comme je disais, on n'en faisait pas assez pour l'écosystème, qu'on pouvait en faire plus, qu'on avait une expertise tech et un réseau dans le Web3 qu'on pouvait partager. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée, moi et mes associés, Frédéric Bertoya, Maxime Sarté, Thomas Binetruy, de créer un startup studio où on voulait réinventer le modèle à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'on trouvait les startup studios français et européens trop agressifs dans la prise de participation. Ils prennent entre 50 et 80% d'equity dans la société au début, ce qui fait que c'est très difficile quand tu recrutes un fondateur et que tu veux lui donner les clés de la boîte, qu'il ait tu vois, cette boule au ventre, cet upside assez intéressant pour se dire c'est ma boîte, j'y vais à 2000%. Donc nous, on a inversé la réflexion, c'est qu'on ne dépasse pas 20% d'equity dans la boîte et on laisse 80% aux fondateurs pour vraiment leur donner cette image que c'est leur boîte. Contre de l'argent que vous leur donnez, contre du financement, c'est ça ? Alors, le premier point où on réinvente le modèle, c'est qu'on fait un modèle pro-fondateur, où on laisse le plus de parts aux fondateurs. Le deuxième égard où on le réinvente, c'est qu'en effet, on fait le premier investissement, donc on met 200 000 € avec notre balance sheet, donc c'est notre argent qu'on investit dans la boîte. Et en fait, au lieu de la laisser dépenser cet argent-là comme elle le juge
pertinent, nous on se staffe dans cette boîte-là et on dépense avec eux l'argent de la manière la plus pertinente de notre expérience. Et en fait, on se staffe suivant deux départements. C'est la partie technique, un peu comme moi, je suis CTO de Dogami, donc je me suis staffé CTO de Dogami. Et la deuxième partie, c'est toute la partie direction financière, qui est très chronophage pour des entrepreneurs, de gérer la partie recrutement, la partie financière, la partie juridique, la partie administrative. Et en fait, on se staffe suivant la partie direction technique, la partie direction administrative et financière, afin de minimiser les erreurs qui peuvent être faites dans la boîte au début et de maximiser notre impact parce qu'on a l'expérience d'avoir mis en production différents outils blockchain, différentes plateformes blockchain ou des plateformes décentralisées qui fait qu'on a réussi un peu à l'image de SmartLink ou de Dogami d'exécuter super rapidement avec une équipe qui était prête à exécuter. Et ça existe déjà ? En fait, il est déjà physiquement là ? On a commencé il y a 1 an un peu sous les radars pour tester notre modèle et fort de notre expérience de SmartLink et de Dogami, on a pris 1000 m² de locaux à Port-d'Asnières où on a 500 m² pour accueillir jusqu'à 8 boîtes, 500 m² pour faire des événements et accueillir d'autres entrepreneurs et animer l'écosystème, et avec une vision claire qui est d'apporter les outils pour toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui veut construire dans le Web3. Les outils, c'est de l'expertise technologique, c'est de l'expertise entrepreneuriale, mais c'est aussi la plateforme pour qu'on puisse se rencontrer, échanger, le réseautage, et réseauter. C'est génial. Exactement, et donc on a créé ce lieu de 1000 m² qu'on a inauguré le mois dernier, très humblement, parce que l'aménagement n'est pas encore fini, mais on était impatient de montrer les locaux et la vision que ces locaux portent, parce que c'est vraiment impressionnant. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Pirates Lab avec un Y. Et voilà, on aimait bien la connexion à l'esprit libertarien de la piraterie, qui rejoint bien la décentralisation l'esprit décentralisation de la blockchain. L'esprit des cypherpunk. L'esprit des cypherpunk. Ouais. Mais aussi, la piraterie, c'est prendre la mer, et c'est une belle allégorie à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, on prend la mer quand on commence un projet. Et vogue la galère. Et on vogue la galère. Il y a pas mal de hackers qui se retrouvent sous la bannière des pirates. Il y a même des partis politiques qui s'appellent pirates aussi dans les pays du nord de l'Europe. Mais on refera un podcast avec toi là-bas. Avec grand plaisir, je vous y accueille. Et on mettra le lien du lieu et le site dans la description du podcast. D'ailleurs, on parle de pirates et tu parlais de Far West tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde le dit dans les NFT, c'est le Far West, c'est-à-dire que c'est une terre vierge à conquérir parce que les places sont à prendre maintenant, et le régulateur est là, il nous observe et il dit on va mettre des règles sur tout ça. Et donc ça m'intéresserait, toi tu as une vision de l'industrie parce que tu es dedans depuis quelques temps et maintenant tu fédères aussi une partie de l'industrie. Est-ce que tu penses que cette régulation va venir vite ? Est-ce que c'est pour le bien de tout le monde ? C'est-à-dire que on va pouvoir onboarder alors les grandes entreprises qui vont être rassurées, qu'il y a un cadre légal en disant ok, maintenant c'est codifié, on fait plus n'importe quoi. En même temps, on peut maintenant construire des choses beaucoup plus élaborées, beaucoup plus long terme en fait. Alors, la plupart des choses dont ont besoin les entreprises pour vraiment mettre un pied là-dedans, on les a quasiment. Il y a des bonnes solutions de custody, il y a des gens qui sont régulés pour vendre des actifs, des crypto-actifs. Il manque pas grand-chose en réalité, même au niveau de la fiscalité ou ce genre de choses. C'est des sujets qui sont en construction, et je pense pas qu'il faille avoir peur de ne pas respecter une future règle. Donc moi je suis convaincu qu'il y a un bon écosystème en France, juridiquement, réglementairement, qui est propice à innover. Je trouve qu'il y a des avantages qui sont vraiment non négligeables, comme le crédit impôt recherche, comme la BPI, comme le jeu d'entreprise innovante, qui font que honnêtement c'est plus avantageux de créer une boîte en France qu'en Suisse, une start-up. Ah, c'est bien que tu dises ça, parce que c'est pas ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on entend toujours. Couramment, oui. Ouais, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Peut-être parce il y a instinctivement peut-être plus de liberté, par exemple en Suisse, mais c'est pas pour autant que en France le régulateur est comment dire
méchant, ou dans le sens il va pas envoyer les gens en prison du jour au lendemain. Il va d'abord leur demander des explications, puis après il va leur dire si c'est très border, s'il vous plaît arrêtez votre activité, et puis voilà, si la personne maintenant n'écoute pas, ne respecte pas, c'est un autre problème, mais j'ai vu personne dont on lui a dit arrête ton activité jusqu'à présent. À part peut-être quelques banques, des banques traditionnelles françaises qui, quand elles voient que dans l'objet social d'une entreprise crypto ou blockchain, parfois peuvent bloquer le compte en disant, ou alors non, vous n'ouvrirez pas de compte en banque chez nous pour une entreprise crypto par exemple. Ça arrive de moins en moins. Après, il faut être intelligent. Par exemple, je prends l'exemple de Dogami, on est un jeu vidéo, on n'est pas une boîte qui vend des NFT. Donc c'est ça qui est écrit dans notre objet social, qu'il n'y a pas besoin de surspécifier ce qu'on fait. Tu vois, Fortnite, ils disent pas dans leur objet social qui vendent des accessoires. Qui vendent des skins. Voilà. Donc il y a une certaine maturité à avoir là-dessus. Et après, oui, moi aussi, on s'est fait fermer des comptes en banque. Bon, c'est relou, mais ça se réouvre assez vite. Mais tu m'as donné une bonne idée. On devrait faire une interview avec quelqu'un de la BPI. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes échos, et ce serait intéressant justement parce qu'on est approché aussi par plein de gens qui sont porteurs de projets, qu'on va du coup renvoyer vers vous. Et on avait, souviens-toi Claudia, on a interviewé Florian Ernotte, qui est un avocat à Bruxelles spécialisé Web3. Il nous disait exactement comme toi, il nous disait mais vous savez, les jeunes ils vont à Dubaï, etc. Mais faut pas croire, d'abord, quand l'activité économique se passe en Europe, on est taxé en Europe parce que l'activité est en Europe. Et finalement, bon an mal an, ça revient à peu près au même, quoi, de créer en Europe ou à Dubaï. Clairement. Ou de ramener son argent, ça coûte très cher. Et après, il faut ramener son argent, etc. Donc, effectivement, oui, en France, c'est vrai que ça se passe de mieux en mieux, en tout cas, pour le awareness sur le Web3. En tout cas, très intéressant ce projet que tu n'appelles pas incubateur, du coup. Non, on appelle ça un studio parce que notre objectif, c'est d'accueillir des entrepreneurs avant qu'il y ait des boîtes. Un incubateur, ça accueille des boîtes qui viennent d'être créées. Nous, on veut cibler l'entrepreneur, qu'on travaille pendant plusieurs heures avant de vraiment s'associer avec lui. Et tu as le temps de faire ça? Mes week-ends y passent. Mes week-ends y passent. Le dimanche après-midi, en général, c'est le moment où je passe du temps avec les boîtes que je suis, où je suis advisor, ou que je suis en train d'affiner pour les faire entrer dans le studio. Elles sont aussi, tous les entrepreneurs sont aussi super accommodants parce que des fois, je fais des calls avec eux à 23h du soir en pleine semaine. Mais voilà, j'essaie de trouver du temps parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on est au bon moment, au bon endroit et qu'on peut avoir de l'impact. Et peut-être que ce sera plus le cas dans 6 mois, mais là j'aurais des remords à me dire je m'y suis pas donné à 200%. Ouais, ça c'est ce qu'on dit à tout le monde qui viennent nous voir. On dit mais 2022 c'est l'année parfaite pour commencer un projet, soit commencer un projet Web3 ou commencer à comprendre ce qu'il se passe sur le Web3 pour ensuite peut-être l'année prochaine. La jauge que j'ai, c'est à quel point on arrive à attirer des talents. Et je peux vous dire que depuis le début de l'année, je reçois mes 10 CV de polytechniciens par semaine. Et en fait, c'est là où on se rend compte d'un point de vue très pragmatique que il y a un éveil. Et quand je dis il y a une génération qui veut bosser dans le Web3 et qui n'ont pas les outils, ça sort pas de nulle part. Ah bien, je suis d'accord avec toi. Et je vais te dire, moi en tant que femme, il n'y a pas un jour où j'ai pas sur mon LinkedIn ou mon Twitter ou mon Instagram des messages de femmes qui me disent mais Claudia, comment tu fais pour devenir développeur blockchain? Et je leur dis mais attendez, mais moi je suis pas développeur blockchain, je sais même pas coder un truc. Je suis juste restée dans mon expertise et j'ai mis une couche blockchain. Et je continue à travailler dans mon expertise. Et on a besoin dans le Web3 de toutes les compétences, comme dans le Web2. Enfin, c'est juste le prolongement. La blockchain, c'est la combinaison de compétences et de technologies. Donc, il faut combiner ces compétences et les appliquer à la blockchain. Il faut appréhender l'expérience utilisateur qui est inhérente aux wallets et aux applications décentralisées. Il faut comprendre un minimum comment on peut interagir avec un contrat pour comprendre les possibilités, et encore, il n'y a pas tant besoin que ça. Et il faut en fait surtout créer un modèle qui est cohérent dans le temps. Oui. Tu parlais, pardon, mais sur les polytechniciens, quand on est français, et quand on sait que les polytechniciens sont voués à diriger des grandes entreprises du CAC 40 et que maintenant ça les intéresse plus, ils veulent rentrer dans des startups du Web3, c'est un bouleversement phénoménal. C'est un signal excessivement fort et c'est pour ça que je vous dis, je m'en voudrais de ne pas me donner à 200% là tout de suite parce que ce serait des opportunités sciemment ratées.
bien, moi, je suis très touchée par cette interview parce que je sens un vrai opportuniste altruiste. Exactement. Et donc, c'est pas dénué d'intérêt, mais tu veux pas avancer seul, tu veux fédérer autour de toi et tu veux. J'ai le sentiment que tu veux vraiment rassurer les gens et que tu as une espèce de mission sociale. Et moi, je suis très touchée par ça, vraiment une belle rencontre. J'ai cette qualité un petit peu de pédagogue. J'ai toujours enseigné quand j'étais à l'université, j'ai donné des cours particuliers. Maintenant, j'enseigne à l'ESCP Europe depuis 4 ans un cours de blockchain. J'aime beaucoup le contact et la transmission. J'ai été consultant et je suis devenu un master dans la réutilisation. Donc, quand j'arrive à coupler cette pédagogie et ces skills de réutilisation, je me dis, ok, comment est-ce que le plus de monde comment je peux partager au plus de monde possible tout ce que je connais, tout ce qu'on a comme actif, afin qu'ils puissent faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et qu'on puisse paralléliser des expérimentations, parce que à la base je suis aussi un scientifique, et les scientifiques à la base on est des inventeurs, on est des gens curieux, on veut expérimenter, et en fait c'est exactement ce que je voulais faire avec le studio, avoir un laboratoire d'expérimentation dans le Web3. Ah bien, écoute, ça pour le mot de la fin, c'est fort. Merci. Beaucoup de marteau. Merci en tout cas, Bilal, c'était passionnant et c'était touchant en plus. Ouais. Donc, on va suivre donc les drops de Dogami. Donc Dogami, on retrouve ça sur le web très facilement. On mettra le lien dans la description, évidemment. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur notre podcast. Bilal aussi, tu nous mets 5 étoiles à un avis parce que ça compte. Les gens rigolent toujours, mais vraiment, dès qu'on a moins d'étoiles, on descend dans les algorithmes. Donc on a moins d'écoute, donc tu as aussi une responsabilité. Je demanderai aussi à ma communauté de vous mettre génial, toutes ces étoiles. C'est génial. Merci en tout cas. À bientôt, bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Et vous nous retrouverez sur notre site web nftbusiness.tech bien sûr, et si vous laissez votre email, vous serez abonné à la newsletter. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt.